À la une ce jeudi 6 septembre, est-ce vraiment de l'eau potable à l'origine du glissement de terrain sous la RN9? Les investigations se poursuivent afin de connaître l'origine exacte des fuites découvertes sous la chaussée. Vous entendrez les précisions de la société Odyssey. Les voies de circulation à proximité de la RN9 sont difficiles d'accès. Tous les midis, c'est un casse-tête pour se déplacer et se restaurer. Se faire livrer est une solution. De nombreuses enseignes tirent leur épingle du jeu. C'était l'année dernière, l'ouragan Irma ravageait Saint-Martin. Ce jour marque un triste anniversaire alors que l'île se relève peu à peu. Les dégâts restent importants et le traumatisme est toujours présent. Pour son premier match de la Ligue des Nations, l'équipe de France n'a pu faire mieux qu'un match nul. Les Bleus, champions du monde, ont été tenus en échec par l'Allemagne au terme de matchs assez équilibrés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le journal. Vous pouvez aussi suivre cette tranche info en direct sur la page Facebook d'ATV. D'où vient l'eau découverte sous la RN9? Des traces de chlore ont été découvertes dans les premières analyses. Pour le moment, aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle provient du réseau de distribution d'Odyssey. Une chose est sûre, elle est à l'origine du glissement de terrain sur cette portion de route. Les investigations se poursuivent. Écoutez maintenant la réaction du président d'Odyssey. Il répond aux questions de Régine Germany et José Lechartier. Il faut que nous rappelions que la canalisation en question, le tuyau de 30 cm de diamètre et de 9 barres de pression, vous savez qui l'a installé? Ce n'est pas Odyssey qui l'a posé, c'est la CTM qui l'a posé pour notre compte. La canalisation concernée qui traverse la voie est une canalisation de 300 mm, c'est-à-dire 30 cm de diamètre, avec une pression de 9 bars. Autrement dit, si cette canalisation casse, vous aurez un geyser qui jaillirait de la route. Le taux de chlore est de 0,8. Or, on nous dit que le taux constaté à Dillon est de 0,9. Visiblement, ça ne peut pas venir de notre usine de production. Ça, c'est clair. La deuxième chose, la deuxième origine, n'est-ce pas, du chlore, c'est que quand vous avez des eaux d'assainissement qui sont rejetées de manière illégale dans les réseaux d'eau pluviale, eh bien, le chlore se retrouve, n'est-ce pas, sous terre. Nous avons ici des instruments qui nous permettent de détecter les fuites. C'est notre travail quotidien. Et donc, les techniciens d'Odyssey ont fait des investigations tout au long de la voie et ils n'ont détecté à la date d'aujourd'hui aucune fuite. Dans cette affaire-là, ne cherchons pas à nourrir une polémique totalement inutile, ne cherchons pas à pointer du doigt telle collectivité ou telle autre, ne cherchons pas des boucs émissaires, travaillons ensemble pour faire en sorte que les solutions les plus appropriées soient trouvées le plus rapidement possible. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, à l'heure du déjeuner, de nombreuses personnes n'osent plus utiliser leur véhicule pour quitter les zones à proximité de la RN9. Une aubaine pour les livreurs à 2 roues et certaines enseignes. Depuis quelques jours, les commandes ne cessent d'augmenter, comme ont pu le constater Régine Germany et José Lechartier. Il est 11 h, l'heure du déjeuner approche. Dans cette enseigne de restauration située au cœur de Dillon, c'est déjà le rush. Les livraisons commencent plus tôt. On commence dès 9 h, puisque vous avez des clients qui mangent à midi, d'autres à midi et demi. Donc, pour être à peu près à l'heure, donc on commence dès 9 h. Ça dépend aussi des gens, peut-être qu'ils ne veulent pas venir sur place, qui nous appellent un peu en retard par rapport à l'embouteillage. Et on les livre au lieu qu'ils viennent sur place manger. Un livreur pour le moment. Voilà. Et là, peut-être qu'on va prendre quelqu'un d'autre parce que vu l'embouteillage, on risque d'avoir un petit peu plus de personnes. Les embouteillages découragent la clientèle. Alors la solution imparable reste la livraison. Au guidon de son scooter, Xavier sait se faufiler entre les files de voitures. Le carnet de commandes de ce coursier ne désemplit pas. Ce jour-ci, là, on est un peu surchargé pour les commandes par rapport au pont de Châteauboeuf qui est bloqué. Alors là, on va dire une augmentation de 20-30 livraisons par jour de plus. Les professionnels de la bouche se focalisent sur la livraison à moto, seul rempart pour sauver le chiffre. C'est vrai que depuis lundi, c'est plutôt calme. Pour une rentrée, on s'était dit qu'on allait quand même augmenter le chiffre et en fait, pas du tout. On est plutôt à moins 30% du chiffre. Je pense que les gens vont s'y mettre un peu plus parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur bureau pour prendre des embouteillages. Le défilé de motos sera de plus en plus fréquent, une aubaine pour la profession de livreur. Et la situation inquiète les autorités. Hier, Alfred Marie-Jeanne et les techniciens de la CTM étaient en visite sur la fissure de la RN9. Une déviation supplémentaire a été décidée pour désengorger la zone de la Jambette. Elle devrait être mise en place dans les prochains jours. Écoutez maintenant notre spécialiste du code de la route et du réseau routier, Léandre Moreau, s'est lui aussi penché sur la question. Il propose une itinéraire bis.
Il existe une petite solution pour alléger la circulation. Ce serait de changer de sens à cette route, d'enlever le sens interdit pour que les voitures puissent avoir accès directement à l'autoroute. Rien ne l'empêche. Pour le moment, c'est interdit, mais il n'y a que le maire qui peut prendre un circulaire pour appliquer cette petite demande. Et il peut le faire du jour au lendemain en réunissant son conseil municipal, parce que toutes les voitures qui sont là, ce sont des voitures qui sont déviées de la route de Déoti pour aller prendre l'autoroute dans ce sens-là. Alors vous allez me dire, comment vont faire les gens qui travaillent par exemple à Intersport, sans le nommer? Eh bien, ils vont passer par ici, devant l'église Saint-Christophe, parce que cette route, cette portion de route est toujours libre. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Eh bien, les gens qui travaillent dans le secteur, les riverains qui travaillent dans ce secteur, ils vont descendre par ici, ils vont tourner au rond-point, ils vont prendre la route dans l'autre sens. Tout au bout, près de Intersport, il n'y a pas de feu. Alors, il faudrait régler les feux là-bas, mettre un feu à décompte, par exemple, pour permettre aux voitures d'évacuer sur l'autoroute. Comme je l'ai déjà dit, toutes les voitures qui descendent à la cimenterie, ils vont chercher l'autoroute, que ce soit par la route de Sainte-Thérèse, que ce soit par la route des religieuses, ils vont aller chercher l'autoroute. Ça allait alléger énormément la situation. Au chapitre social, la SADEM, CGTM et l'UPCTM UNSA ont déposé hier un préavis de grève illimité à la CTM. En plus des contrats aidés non renouvelés dans les établissements, 40 emplois contractuels n'auraient pas été reconduits. Le mouvement prendrait effet mardi 11 si d'ici là aucun accord n'est trouvé. Selon les syndicats, 95% des contrats non renouvelés avaient été mis en place par l'ancienne mandature. Écoutez la réaction de 2 représentants syndicaux. Ils répondent à Yohan Boulard. Nous sommes persuadés que les dossiers des agents n'ont pas été ouverts et que ces non-reconductions de contrats sont injustes. Ils avaient tous eu des avis favorables des chefs d'établissement. Seul le PCE peut embaucher et débaucher. Seulement, selon nos informations, c'est une autre structure, on va dire non administrative, que nous avons, nous, dans nos écrits qualifiés de cabinet noir, qui a pris ces décisions. On ne parle ni de CUI ni de contrats aidés, qui sont une autre problématique. On parle d'agents contractuels de la fonction publique territoriale qui étaient employés par la CTM dans les établissements d'enseignement. Cela engendre de grandes difficultés financières pour l'agent, ces agents qui ont certainement contracté des contrats, des prêts, et qui aujourd'hui, sans emploi, vont se retrouver en grande difficulté. On a parlé de ces difficultés-là à la CTM, même en comité technique, dans des instances paritaires, et on n'a aucune réponse. Donc, vous savez que dans ce pays, si vous ne faites pas une grève, personne ne vous entend. Quelques chiffres maintenant qui concernent la situation du tourisme en Martinique. La fréquentation hôtelière est en hausse de 8% selon une étude de l'INSEE pour le premier trimestre 2018. Un chiffre qui concerne l'ensemble des hôtels classés ou non classés. C'est la plus forte hausse enregistrée sur les 3 dernières années. Cette augmentation profite avant tout aux hôtels haut de gamme, plus 37% pour ceux de 4 et 5 étoiles, plus 10% pour les 3 étoiles. En revanche, une baisse de 15% pour les hôtels de 1 et 2 étoiles. Le taux d'occupation est en légère hausse pour la Martinique, plus 1 point et plus 4 points pour la Guadeloupe. À noter que pour ce premier trimestre, les hôtels martiniquais ont enregistré plus de nuitées que pour ceux de l'île Sœur. Et avec nous sur ce plateau, Philippe Lecuyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Club des professionnels du tourisme. Qu'est-ce qui explique ces chiffres? Déjà, une des meilleures connectivités pour rejoindre la métropole, et on a eu beaucoup plus de clients métropolitains du coup. On a sûrement gagné aussi un petit peu à cause ou grâce à Irma, enfin aux cyclones qui ont dévasté les îles du Nord. Peut-être un report de clientèle, mais bon, ça reste à vérifier, mais ça peut être une explication. Est-ce que selon vous, ces chiffres reflètent la réalité? Alors, il faut se méfier des effets d'annonce. Les plus 8%, en fait, l'augmentation de l'occupation des hôtels, c'est 1,6%. C'est ce qu'on avait constaté, nous, sur un panel d'hôtels qu'on suit régulièrement et qui est le même chaque année. Il n'y a pas des évolutions parce qu'il
Il suffit qu'un gros hôtel ne réponde pas à l'enquête INSEE à une période, ça va fausser les chiffres. Selon vous, c'est ce qui peut expliquer ce tel écart ? Ça paraît énorme. Nous, on avait constaté effectivement une embolie de nuitée, on avait une amélioration, mais pas à hauteur de 8%. Par contre, le taux d'occupation, on est nickel chrome avec les chiffres de l'INSEE, pour une fois. Alors, selon l'étude, la clientèle française progresse de 12%, alors que l'objectif est de limiter cette dépendance aux visiteurs de l'Hexagone. Oui, mais on n'a pas la solution de secours. Même avec les nouvelles opportunités aériennes avec les États-Unis, on n'a pas fait de score bien meilleur avec la clientèle américaine. Et par contre, on a une progression de la métropole, ce qui est bon signe aussi quand même, mais c'est vrai qu'on devient un peu plus dépendant. Les chiffres mettent en lumière une progression au niveau de la moyenne et haut de gamme. Est-ce que l'hôtellerie de luxe se porte mieux en Martinique ? Alors, hôtellerie de luxe, je rappelle qu'on a un hôtel 5 étoiles, on a 2 ou 3 hôtels 4 étoiles. C'est vrai que la gamme de 3 à 5 se remplit mieux que 2 et 1, ça se comprend. C'est une meilleure qualité de service, c'est ce que recherchent les clients maintenant. On n'a plus l'habitude d'aller dans... Ici, une étoile, ça n'existe pas. Il y a des hôtels non classés. Bon, mais il faut se méfier parce qu'effectivement, quand on parle des hôtels de petite catégorie, ils ne représentent que 9% du parc hôtelier. Donc un secteur un peu plus haut de gamme qui est en progression. Pourtant, des établissements comme le Capest ou le French Coco avaient été placés en redressement judiciaire. Oui, alors c'est vrai que le redressement a eu lieu en début d'année. Les chiffres ont été meilleurs en suivant, mais ce n'est pas parce qu'on fait plus d'occupation que l'amélioration des marges dans les hôtels est meilleure. Donc il faut se méfier aussi. Ce n'est pas parce qu'on a plus de clients, si le modèle économique n'est pas bon, si la marge n'est pas bonne, on va augmenter le nombre de clients sans améliorer la marge. Il faut être un petit peu vigilant là-dessus. Un phénomène qui inquiète aussi les professionnels du tourisme, ce sont les sargasses. Est-ce que vous craignez leur impact sur la saison prochaine ? Alors nous, on a déjà eu des impacts sur le second trimestre. On en avait parlé lors d'une conférence de presse. Les grandes vacances ont été satisfaisantes pour certains hôtels, mais très négatives pour ceux qui étaient directement impactés par les sargasses, notamment le Capest. Et comment vous prévoyez justement la saison suivante ? Alors on avait des grosses inquiétudes en juillet, les tours opérateurs étaient très pessimistes et là il semblerait que sur la haute saison, l'effet sargasse se gomme un petit peu, enfin la médiatisation s'efface un petit peu et que la clientèle recherche les Antilles françaises, faut en profiter. Merci Philippe Lecuyer d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Souvenez-vous, c'était il y a un an, l'ouragan Irma ravageait l'île de Saint-Martin. Les premières images amateurs témoignaient de la violence du phénomène, des vents à plus de 300 km/h et un paysage de désolation. Toitures arrachées, bâtiments détruits. Irma a fait 11 victimes sur son passage et plus de 30 000 sinistrés dans la région. Le traumatisme reste entier. Un triste anniversaire, celui de la nuit du 5 au 6 septembre. Irma avait laissé place au chaos. Un an après, Saint-Martin porte encore des stigmates de son passage. Les problématiques liées au logement rendent le quotidien des habitants difficile. Je vous propose de regarder ce reportage avec les envoyés spéciaux de TF1. Vu du ciel, Saint-Martin semble presque reconstruit. Mais un an après l'ouragan, beaucoup vivent encore dans leur maison éventrée. C'est notre chambre, mais il y a plus de toit. Cette habitante d'un quartier populaire vit sans toiture depuis un an. C'est notre chambre. Les réparations sont trop coûteuses. Alors depuis Irma, elle dort dans l'unique pièce de sa maison, épargnée par la catastrophe. Je ne peux pas vivre ici. Cette femme n'a jamais eu besoin d'aide. Mais depuis l'ouragan, elle est soutenue par la Croix-Rouge pour retrouver un logement. Elle reçoit aussi une aide alimentaire d'urgence. Avec, on peut acheter que de la nourriture, de l'eau. Un an après, des coupons d'alimentation sont toujours distribués à 200 familles de Saint-Martin. Après Irma, les personnes se sont retrouvées sans travail et sans papier administratif. Donc en fait, ils avaient 0 revenu. Il y a à peu près 3-4 mois d'attente au niveau administratif. Des familles en difficulté. Sur cette île où seuls 40% des gens sont assurés et où l'économie est à l'arrêt. Les indemnisations prennent du temps, mais doucement la ville se reconstruit. Les commerces, par exemple, très durement frappés. Pour construire sa boulangerie, ce chef d'entreprise a dû faire face au manque de main-d'œuvre disponible sur l'île. Trouver l'emploi local, c'est vrai que c'est difficile pour l'instant, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Et ensuite, on va aussi faire venir des personnes, aussi bien de Hollande.
de France. Il faut s'organiser pour. Donc ça veut dire que prendre des logements, s'assurer que les gens puissent vivre décemment et convenablement ici. Un problème de logement aggravé depuis un an. 15% des bâtiments sont insalubres ou menacent de s'effondrer. La reconstruction prend du temps. De nombreux bâtiments ne seront pas réparés mais tout simplement détruits parce qu'ils ont été construits dans des zones trop dangereuses en cas de cyclone. Et c'est même le cas de la préfecture de Saint-Martin qui va être entièrement démolie. Construite à flanc de colline, la préfecture a été balayée par l'ouragan. La prochaine structure ne sera pas prête avant 2 ans. Alors en attendant, ces préfabriqués vont accueillir les services de l'État. Là où les modulaires traditionnels ont une épaisseur de 2 mm, et bien là vous êtes sur du 6 cm. Donc tout ça a vocation à résister à la fois à un séisme et à un cyclone. Une manière d'annoncer comment Saint-Martin doit se reconstruire, avec des fondations plus solides et surtout loin du rivage. C'est dans ce contexte que les écoliers ont effectué leur rentrée. Un retour sur les bancs de l'école un peu particulier. De nombreux établissements portent encore les traces du passage d'Irma et les effectifs ont diminué. Un sujet de nos confrères de TF1. Sur le chemin de l'école, 1 an après l'ouragan Irma, comme un symbole de retour à la normale, sur une île toujours en convalescence. À part les réparations qui ont été faites, le déblaiement qu'il y a eu par les militaires après le cyclone, il n'y a pas vraiment eu de grand chose de fait pour les écoles secondaires. Cette mère de famille et ses enfants ont vécu le passage de l'ouragan. Comme beaucoup d'autres à Saint-Martin, ils ont passé l'année dans une maison en travaux. Ils ont hâte d'entrer en CP. Pour eux, c'est comme tourner une nouvelle page, puisque c'est plus la maternelle, c'est l'école primaire. Donc ça leur permet un peu de se dire que bon, on change de vie, enfin. 18 établissements scolaires étaient ouverts pour la rentrée aujourd'hui. Mais beaucoup de familles ont quitté l'île. Direction à la cantine. 1 an après Irma, les effectifs ont fondu. 1329 élèves en moins par rapport à la rentrée prévue en 2017. C'est vrai que nous avons beaucoup souffert l'année dernière. Nous allons ensemble réussir et faire réussir nos enfants. Dans ce collège, des travaux ont été menés pendant les vacances de Pâques pour rouvrir quelques salles de classe supplémentaires. Il y avait beaucoup de bâtiments qui n'étaient pas utilisés, donc on était tous un peu dans les mêmes classes et du coup c'était un peu dur, mais maintenant ça va aller mieux. Pourtant, ici, tout n'est pas rétabli. Par exemple, ce bâtiment-là, il est interdit aux élèves. Trop dangereux. Dans ce bâtiment, rien n'a bougé depuis 1 an. Donc on a cette salle-là, regardez, donc le toit est parti. D'autres établissements sont concernés. Pour réparer toutes les écoles de l'île, la collectivité dit avoir besoin de 32 millions d'euros. L'État en a promis 15. Alors, certains professeurs se sont rassemblés cette semaine pour se faire entendre. Face à la lenteur des réparations, ils menacent à présent de faire grève. D'autres écoles ont été trop endommagées par l'ouragan Irma. Pas de rentrée scolaire entre ces murs. Au total, 3 établissements comme celui-ci devront être démolis à Saint-Martin. L'équipe de France effectuait aussi sa rentrée. Les champions du monde ont été tenus en échec à Munich. Au terme d'un match serré, les Bleus ont fait match nul 0-0 avec l'Allemagne. C'était leur premier match pour la Ligue des Nations. Les hommes de Didier Deschamps se sont heurtés à la défense adverse. Malgré un Kylian Mbappé très inspiré, ils n'ont pu trouver la faille. Et vous retrouverez ce soir à 21h25 notre magazine pour une analyse et un résumé complet. Après ce match nul des Bleus, retrouvez samedi 8 septembre le choc Angleterre-Espagne à 14h45 sur ATV. Le prochain match de l'équipe de France pour cette Ligue des Nations est le vendredi 16 novembre à 15h45 contre les Pays-Bas. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur ATV. Ils étaient très attendus et se sont très vite vendus. Les maillots officiels de l'équipe de France, fièrement décorés des 2 étoiles, sont arrivés la semaine dernière dans certaines enseignes. Avec la ferveur grandissante autour des champions du monde, les magasins se sont vite retrouvés en rupture de stock. Sandrine Claude. Dans le rayon foot de cette enseigne spécialisée, ne cherchez pas le maillot 2 étoiles des Bleus. Il n'y en a plus. Une déception pour Marvin, mordu de l'équipe de France. Il n'y a pas de maillot de France, dommage, j'aurais bien aimé acheter un. Les premiers maillots ont pourtant ici bien été livrés la semaine dernière. Ils se sont écoulés en moins de 24 heures. C'est en série assez limitée, soit 6 par magasin. Même cas de figure pour les produits dérivés. Mis à part cette casquette, impossible de trouver de quoi soutenir les hommes de Didier Deschamps. Des écharpes, des banderoles, mais malheureusement c'est assez demandé et on n'a pas actuellement ce type d'article en magasin. Dans cet autre magasin, les maillots ne sont pas encore disponibles.
Mais depuis la victoire de la France au mondial, les vendeurs sont très sollicités. Il a été très demandé puisqu'il y a une ferveur qui s'est faite autour de l'équipe de France, bien sûr, qui a gagné la Coupe du Monde. Malheureusement, les stocks sont très rares. Si vous allez même sur le site de NEC, c'est compliqué de les avoir puisqu'ils sont toujours en production. Et je ne crois pas de mémoire qu'il y en ait déjà eu de disponibles. Et ce n'est pas une question de région Antilles, hein, c'est juste que les maillots sont toujours en production. Les prochaines livraisons sont prévues en fin d'année. En attendant, les plus impatients peuvent par exemple se rabattre sur le maillot supporter, moyennant environ 20 €. Info pratique maintenant pour ceux qui souhaitent donner leur sang. Les équipes de l'EFS seront présentes demain, vendredi 7 septembre, de 13 h à 18 h sur le parking de la Grande Récré et Bureau Valais, zone de Petite Cocotte à Ducos. Et comme tous les jours ouvrés, à la Maison du Don au CHU Piers Obda-Kitman de 9 h à 16 h. C'est la fin de votre journal local et régional. Avant de nous quitter, voilà les titres que nous avons développés ce soir. Est-ce vraiment de l'eau potable à l'origine du glissement de terrain sous la RN9 ? Les investigations se poursuivent afin de connaître l'origine exacte des fuites découvertes sous la chaussée. Les voies de circulation à proximité de la RN9 sont difficiles d'accès. Tous les midis, c'est un casse-tête pour se déplacer et se restaurer. Se faire livrer est une solution. De nombreuses enseignes tirent leur épingle du jeu. C'était l'année dernière, l'ouragan Irma ravageait Saint-Martin. Ce jour marque un triste anniversaire alors que l'île se relève peu à peu. Les dégâts restent importants et le traumatisme est toujours présent. Pour son premier match de la Ligue des Nations, l'équipe de France n'a pu faire mieux qu'un match nul. Les Bleus champions du monde ont été tenus en échec par l'Allemagne au terme d'un match assez équilibré. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. À 20 h, 2 épisodes de votre série Grey's Anatomy. Demain, retrouvez Céline Chalonneau à 18 h 50 pour les titres. Et juste avant de nous quitter, je vous propose de regarder ces images de la rentrée des tout-petits avec quelques larmes captées par Michelet François. Bonne soirée sur ATV. Viens me voir un petit. C'est pas évident pour toi du tout. Je te la laisse, le temps que je libère les autres paroles. C'est la rentrée ce matin. Bonjour, bonjour les copains. Les vacances sont finies pour les grands et les petits. Bonne rentrée à tous les enfants.